présentation sera composée. On y va avec Amina Mesdo, qui est étudiante au doctorat interdisciplinaire en santé et société à l'UQAM. Oui, OK. Pour relaxer, Amina fait de la bonne. Donc, on applaudit Amina qui nous rejoint par Zoom. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Ben, merci beaucoup. Merci de m'accueillir parmi vous ce soir puis de m'accommoder à distance. L'ambiance a l'air bonne chez vous, mais à distance aussi, en tout cas, on la ressent. Donc, merci beaucoup. Ben voilà, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la proche aidance chez les communautés ethnoculturelles, puis quel type d'outils là pourraient nous aider à mieux voir clair là-dedans, dans cette problématique. Voici, donc mon but vraiment aujourd'hui, c'est d'essayer de répondre avec vous à 3 questions principales. Qu'est-ce que la proche aidance déjà? Qui sont les personnes proches aidantes au Québec? Puis quel outil nous permettrait là, de mieux comprendre les réalités de la proche aidance chez les communautés ethnoculturelles? Voici une définition de qu'est-ce qu'un proche aidant émise par le gouvernement du Québec, très récente, elle est très nouvelle, cette définition-là. Les proches aidants sont reconnus officiellement par le gouvernement du Québec. Et donc, grosso modo, c'est toute personne qui apporte un soutien à un membre de son entourage, qu'il soit un membre de sa famille ou pas, un soutien pour une incapacité temporaire ou permanente, qu'elle soit physique, psychologique, ou bien psychosocial. Et donc, le type de soutien, il peut être occasionnel ou continu. Et le but vraiment quand on est proche aidant, c'est de favoriser le rétablissement d'un proche ou d'améliorer son bien-être général. Et puis, la forme là, de cette activité-là, de ce soutien informel-là, peut prendre peut s'allier là, aux activités de vie quotidienne comme l'habillement, les tâches ménagères, l'aide au bain, aide aussi avec les repas, ou aussi de gestion, la prise de médicaments, de rendez-vous médicaux, paiement de factures, et évidemment, le soutien, il est beaucoup émotionnel, donc rassurer, accompagner le proche, l'aider à relever des défis. Et tout ce type d'aide-là a quand même des répercussions de différentes natures sur les proches aidants, des répercussions qu'elles soient financières ou bien sociales, donc baisser les activités de loisirs ou les activités là, pour prendre soin de sa santé, et aussi des impacts au niveau aussi professionnel. Donc, les impacts là, ils ont été pas mal documentés. Vous comprenez assez vite là, que l'approche aidante, elle est synonyme du care. Bon, qu'est-ce que le care? En français, a été traduit par sollicitude ou bien le soin. Puis il connote vraiment le souci de veiller au bien-être d'un proche et se base vraiment sur une base du don. Donc, on aide sans attendre quelque chose en retour. Le care, il y a 4 phases. C'est se soucier d'un proche, dans ce cas-ci, c'est le caring about, se charger de l'état de santé de son proche, taking care of, et accorder des soins. Alors, caregiving, et aussi à la réception de soins, là, le care receiving. Et donc, vous pouvez là quand même constater que l'approche aidance, c'est une pratique très sociale et donc elle est très étroitement liée au contexte culturel. Bon, qui sont les proches aidants au Québec? Ici, là, il y a une espèce d'affiche de l'appui, un organisme qui soutient les proches aidants, principalement là, les proches aidants d'aînés au Québec. Les données datent de 2016, du recensement de 2011, mais quand même, ça n'a pas beaucoup changé. Encore aujourd'hui, c'est à peu près le quart de la population québécoise accomplit le rôle de proche aidant. C'est un rôle majoritairement féminin.
Les proches aidantes et les proches aidants en général sont à l'emploi. Ils ont en moyenne là, entre 45 et 64 ans. Les proches aidants, voilà, soutiennent de différentes manières, que ce soit l'accompagnement pour des rendez-vous médicaux, l'aide à l'épicerie, le transport, etc. Mais qu'est-ce que cette affiche-là ne dit pas? C'est que au sein de la population québécoise, il y a quand même 50 000 immigrants en moyenne admis annuellement depuis 2010, que la population aînée, elle est de plus en plus hétérogène, c'est-à-dire elle a une provenance vraiment variée de différents pays dans le monde. Là, elle n'est plus exclusivement, comme elle a été dans le passé, européenne. Là, on peut penser française, italienne, portugaise. Donc, elle est plus variée que ça aujourd'hui et que les aînés immigrants ont des pratiques culturelles différentes, puis ça se voit dans leur mode de vie. Un exemple, là, le plus frappant, c'est les aînés immigrants ne vivent pas seuls. Il y a qu'un très petit pourcentage d'aînés immigrants qui vivent seuls. La majorité vivent dans des ménages multigénérationnels et ce n'est pas uniquement la résultante là, d'une politique de parrainage familial, c'est plutôt vraiment des pratiques culturelles là, qui viendraient, et aussi par leur profil linguistique. Les aînés migrants, il y a une bonne partie qui ne maîtrise pas bien le français et l'anglais et qui ne se sent pas à l'aise de parler de sa santé dans une des deux langues officielles. Et on peut juste imaginer là, le rôle important que prennent les proches aidants auprès des aînés migrants pour faciliter justement, là on parle de santé, là, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, le contact avec les instances gouvernementales. Alors, bon, c'est parfait tout ça, mais donc quand on veut étudier la proche aidance, qui est un phénomène social, s'inscrit dans un contexte culturel particulier, comment on le fait quand on veut l'étudier chez les communautés ethnoculturelles? Sachant que les communautés ethnoculturelles ne constituent pas un bloc homogène, ce sont des communautés qui ont des réalités différentes, des pratiques différentes. On peut penser une communauté italienne versus une communauté indienne. Là, vraiment, ce n'est pas du tout pareil. Aussi, les membres d'une communauté sont différents les uns des autres en raison du parcours migratoire. On peut penser à une réalité là, d'une famille de réfugiés qui arrive au Québec, au Canada de façon générale, ou d'un investisseur, un immigrant investisseur qui arrive avec un moitié d'un million comme minimum d'investissement. Donc, ce n'est pas la même réalité, pas le même parcours migratoire et donc pas la même position sociale. Et aussi, il y a différents niveaux d'assimilation aussi chez une même communauté. Là, on n'a pas les mêmes niveaux d'assimilation. Ajouter à cela des facteurs culturels et comment on réagit, comment on agit avec le genre et les croyances, etc. Donc, en bref, ça fait beaucoup de diversité au sein de groupes déjà divers. Et comment on fait pour étudier l'approche aidance au sein des groupes ethnoculturels? Un paradigme prometteur, c'est l'intersectionnalité. Qu'est-ce que l'intersectionnalité? Grosso modo, c'est une paire de lunettes. Elle a été inventée pour voir les problématiques, voir le monde. On peut dire que ça a été inventé, cette paire de lunettes-là, entre de gros guillemets, là, inventée en 89. Donc, ce n'est pas une technologie très récente, mais elle est bien efficace parce que l'intersectionnalité, elle a fait ses preuves depuis. Pas juste pour les questions là, d'écoféminisme, comme elle a été à l'origine, mais vraiment dans différents domaines, incluant la sociologie de la santé. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec l'intersectionnalité? C'est elle permet là, de mettre en lumière là, des phénomènes assez complexes. Elle est sensible, là, comme on passe au peigne fin une problématique. Donc, on fait comme un gros zoom là, sur des différences. Bon, elle nous permet quand même de voir l'image, the big picture, l'image globale, mais on est vraiment aussi dans le fin, dans le détail. Et au-delà
de la superposition de réalités. Ici, cette image-là, on a par exemple le racisme envers les personnes noires et le sexisme envers les femmes. Et donc, une femme noire, elle a l'intersection de ces deux réalités-là. Ça va au-delà de la superposition. C'est vraiment, ça crée une réalité unique. Ici, là, par exemple, le racisme en couleur rouge, le sexisme bleu, ben, l'intersectionnalité rouge et bleu, là, si je ne me trompe pas dans mes couleurs, ça fait mauve, eh ben, ça crée une réalité unique à une femme noire. Par exemple, quand ça a été mis sur le point, là, ça, c'est la réalité américaine pour la lutte contre le sexisme et le racisme là, aux États-Unis. Et donc, ça nous paraît, en tout cas, ça me paraît prometteur pour étudier les différences au sein de groupes déjà différents qui vivent différentes réalités. Ici, il y a un exemple quand même concret. L'intersectionnalité a été appliquée à la proche aidance aux États-Unis et comme vous pouvez le voir, elle permet d'identifier des différences de genre, identifier des différences en termes de groupes ethnoculturels et aussi identifier des ressemblances, des similarités chez les groupes. Donc, vraiment, c'est un outil, une espèce de focus qui nous permet d'être très, très proche et aussi assez loin pour avoir une vue quand même globale. On ne perd pas la vue d'ensemble de vue, justement. Bon, et là, à retenir, là, aujourd'hui, je vous dis, c'est vraiment 3 points. Il est urgent d'étudier la proche aidance chez les communautés ethnoculturelles, en tout cas au Québec, étant donné que l'immigration n'est pas un phénomène nouveau, bien au contraire. Et il y a une espèce de momentum au Québec, là, de la part du gouvernement pour reconnaître le rôle des proches aidants, le statut officiel de proche aidant. Et pour des questions d'équité, on veut que toute la population se sente concernée par ça et ça commence par la recherche. On ne peut pas émettre des mesures gouvernementales s'il n'y a pas de données scientifiques à ce sujet. L'approche aidance relève du fait culturel parce qu'elle s'inscrit vraiment dans des pratiques sociales. Qui dit société dit pratiques culturelles spécifiques et influencées par différents facteurs. Et un dernier point vraiment à retenir, c'est le potentiel de l'intersectionnalité comme une espèce de paire de lunettes, une manière de voir et de comprendre une réalité ou une problématique. Dans ce cas-ci, l'approche aidance. J'espère que je n'ai pas été trop vite parce que là, je ne vois plus personne, mais ça conclut ma présentation et si vous avez des questions, n'hésitez pas. La proche aidance, est-ce que c'est une pratique occidentale? Ça vient d'où la proche aidance? Oui, c'est une bonne question. L'approche aidance n'est pas une pratique occidentale. Qu'est-ce qui est occidental, entre de gros guillemets, c'est peut-être la terminologie, qui a d'ailleurs évolué. C'était aidant naturel et proche, aidant informel, parce que là, on comparait avec les danses formelles qui viennent du milieu médical et les danses informelles du milieu de la maison, du foyer, du milieu du privé. Mais c'est une pratique humaine. Je crois que toutes les sociétés, surtout en ce qui concerne les aînés, on en prend soin, que ce soit un membre de la famille immédiat comme un parent âgé ou des grands-parents ou un grand-oncle ou une grande-tante. C'est plutôt humain. Je crois que c'est un dénominateur commun à plein de sociétés, plein de cultures, la proche aidance. Mais elle peut ne pas être appelée proche aidance. Donc, Frédéric Dufresque aurait aimé te recruter pour ce genre de présentation. Et la question était donc, là, on a parlé de l'importance de faire de la recherche en matière de proche aidance ethnoculturelle. Est-ce que les outils sont utilisés en recherche? En fait, c'est quoi the state of art de la proche aidance ethnoculturelle dans la recherche au Québec? C'est-à-dire l'état des lieux, c'est ça, l'état des lieux de la recherche sur la proche aidance au Québec, si je comprends bien, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Ben, il y a une urgence. Il n'y a aucune étude au Québec faite sur la proche aidance chez les communautés ethnoculturelles.
d'où mon retour aux études, parce que j'étais professionnelle de recherche avant, etc. Et il y a un manque flagrant de données. Et le gouvernement n'instaure pas, n'investit pas dans des mesures ou des projets, des politiques et surtout des programmes terrain, là, que ce soit au réseau de la santé ou au niveau communautaire, sans données probantes et donc des données scientifiques à l'épreuve qui ont fait leur preuve. Et il n'y a pas grand-chose sur... vraiment, c'est quasiment nul, là, les études sur la proche-aidance ethnoculturelle au Québec. Au Canada, il y a quelques études faites à Toronto, en Colombie-Britannique, qui datent des débuts des années 2000, parce qu'il y a eu un petit momentum, après ça a tombé là un petit peu, et donc ça date. Le plus gros de la recherche, il est vraiment fait aux États-Unis sur la communauté latino-américaine, afro-américaine et sino-américaine, asiatique de manière générale. Et donc, on a du retard à rattraper au Québec. Le Québec, il est avant-gardiste quand même avec sa politique de proche-aidance et il y a quelques programmes là, qui inspirent même des pays européens pour ça. Mais sur la question de communauté ethnoculturelle, il y a du travail à faire. Oui, donc toujours Frédérique Dufresque aimerait un peu plus d'informations sur ton projet de recherche, comment il s'inscrit dans l'étude, dans la proche-aidance avec une vision ethnoculturelle. Oui, j'ai le temps de répondre? Oui. Oui. En fait, mon projet de recherche va prendre comme étude de cas la communauté maghrébine vivant à Montréal qui soutient un aîné pour voir quelle est son utilisation des services qui existent pour les proches aidants, parce qu'il existe une série de services de répit, de formation, de groupes de soutien psychosocial pour accompagner les proches aidants dans leur rôle de proches aidants, parce que c'est un rôle exigeant, épuisant. Parfois, ça mène au burn-out, malheureusement. Et donc, pour éviter tout ça, pour éviter que les proches aidants deviennent des patients pour le réseau de la santé, il y a quand même toute une gamme de services offerts au niveau communautaire pour les proches aidants. Et il faut documenter comment est-ce que la communauté maghrébine, comme étude de cas, utilise ces services-là et pourquoi, et si elle ne les utilise pas, quelles sont les raisons et où est-ce que ces proches aidants vont chercher leur soutien pour qu'on puisse comprendre comment mieux les soutenir, comment faire des politiques de santé publique plus inclusives pour n'importe quel profil de proche aidant. Oh là là, merci beaucoup Amina, c'était vraiment intéressant comme présentation.